Dans les rues de Brazzaville et de Pointe-Noire, une onde de choc, des murmures d'inquiétude qui enflent en clameurs de protestation, des visages marqués par l'incompréhension et la colère. Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle réaction au sein de la population congolaise? La réponse se trouve dans une déclaration, une promesse faite au nom d'un idéal continental, mais perçue par beaucoup comme une menace imminente pour leur quotidien. Pour comprendre cette fracture, il faut remonter à l'origine de l'annonce. Dans une démarche qui a captivé l'attention des dirigeants et des citoyens à travers le continent africain, le président congolais Denis Sassou Nguesso a fait une déclaration historique. S'exprimant lors d'une session de la Banque africaine de développement, un forum dédié au progrès économique du continent, il a annoncé une vision audacieuse pour l'avenir de sa nation et sa relation avec ses voisins continentaux. Une vision qui, sur le papier, semble incarner un rêve partagé. Le président a fermement déclaré que d'ici 2027, la République du Congo éliminerait toutes les exigences de visa pour les ressortissants africains souhaitant entrer sur son territoire. Plus de barrières administratives, plus de longues attentes, une porte grande ouverte. Cette proclamation a été présentée comme une étape significative vers la concrétisation du panafricanisme, un rêve de longue date d'un continent uni et sans frontières où les personnes, les biens et les idées peuvent circuler librement, favorisant la prospérité partagée et la solidarité parmi ces diverses populations. C'est un signal puissant envoyé de Brazzaville au reste du continent, un geste symbolique fort. Elle s'aligne sur les objectifs plus larges des organismes régionaux, comme l'Union africaine, eux qui plaident depuis longtemps pour l'assouplissement des restrictions de voyage afin de stimuler le commerce intra-africain, le tourisme et la collaboration intellectuelle et culturelle. L'ambition est de créer un avenir où un entrepreneur nigérien, un universitaire ghanéen ou un artiste sénégalais pourrait voyager au Congo avec la même facilité qu'il voyagerait dans son propre pays, apportant avec lui son savoir-faire, ses investissements et sa créativité. Cette vision est celle d'un continent se libérant enfin des frontières de l'ère coloniale qui ont longtemps divisé ses peuples et freiné son développement collectif. Les avantages potentiels sont fréquemment soulignés. Un afflux de nouvelles compétences, des investissements accrus dans les secteurs clés, un marché plus dynamique et compétitif et un coup de pouce significatif à l'industrie du tourisme. Le Congo pourrait devenir un carrefour économique et culturel, attirant les talents et les capitaux de tout le continent. Cependant, une annonce aussi révolutionnaire soulève naturellement une série de questions cruciales et invite à un examen minutieux, car entre l'idéal panafricaniste et la réalité quotidienne des Congolais, un fossé immense semble se creuser. Pour beaucoup, cette promesse d'ouverture n'est pas une opportunité, mais une source d'angoisse profonde. L'État congolais est-il préparé aux transformations démographiques, économiques et sociales qui s'ensuivraient inévitablement? Les infrastructures actuelles, déjà sous pression, peuvent-elles supporter un afflux de population? Le marché du travail, où le chômage des jeunes est une préoccupation majeure, est-il prêt à absorber une nouvelle concurrence? La déclaration, bien qu'inspirante pour certains à l'échelle continentale, a donc suscité une vague d'appréhension au niveau national. Elle a mis en lumière les craintes d'une population qui se sent vulnérable. Ce n'est pas un rejet du panafricanisme, mais un appel à la prudence. C'est le début d'un débat national et continental crucial sur les conséquences réelles de la transformation d'un idéal puissant en politique d'État, sans les garde-fous nécessaires pour protéger ses propres citoyens. Avant même d'envisager les implications d'accueillir des millions de nouveaux visiteurs, la République du Congo, Congo-Brazzaville, est aux prises avec une crise profonde et structurelle concernant ses propres documents de voyage. Une crise qui ronge les fondements de la souveraineté et de la confiance citoyenne. Depuis des années, la nation est embourbée dans une crise de passeport absolument débilitante. Ce n'est pas un simple retard administratif, c'est un système paralysé, marqué par une inefficacité chronique, des obstacles bureaucratiques kafkaïens et un manque criant de matériel de base.
Obtenir un passeport, un droit fondamental, est devenu un parcours du combattant qui peut s'étaler sur des mois, voire des années, pour le citoyen ordinaire. Et dans ce vide laissé par l'État, une corruption omniprésente s'est installée. Des réseaux parallèles se sont organisés, monnayant l'accès à ce document essentiel. Pour beaucoup, la seule voie rapide est celle du pot de vin, transformant un service public en un marché noir où le droit du plus offrant prime sur le droit du citoyen. Cette défaillance n'est pas passée inaperçue sur la scène internationale. La situation a atteint un tel niveau de discrédit que les États-Unis ont suspendu la délivrance de visas d'entrée à des officiels de la République du Congo, Congo-Brazzaville. Un vote de défiance cinglant envers la fiabilité et l'intégrité des contrôles administratifs du pays. Cette réalité soulève une question fondamentale et profondément alarmante. Si l'État congolais est manifestement incapable de gérer la délivrance de ses propres passeports de manière fiable et sécurisée, comment peut-il prétendre être préparé à gérer l'entrée, l'identification et le suivi de millions de ressortissants étrangers? La fondation même de la maison est fissurée et l'on parle déjà d'inviter le monde entier à l'intérieur. Au-delà de ce chaos administratif interne, le Congo peine à maîtriser le concept le plus élémentaire de la souveraineté étatique, la sauvegarde de ses frontières. Avec une longue frontière terrestre et fluviale partagée avec 5 pays voisins, le défi est colossal. Ces frontières sont notoirement poreuses, traversées par d'innombrables points de passage informels, des sentiers forestiers aux traversées de rivières, qu'il est matériellement impossible de surveiller avec les moyens actuels. Cette porosité a engendré une immigration non contrôlée et une économie souterraine florissante, facilitant la contrebande de marchandises, l'extraction illégale et massive de ressources naturelles et le mouvement non réglementé de personnes, toute forme de recensement ou de contrôle étatique. Dans ce contexte, lever formellement les exigences de visa sans d'abord remédier à cette faiblesse fondamentale reviendrait à ouvrir en grand la porte principale d'une maison, tout en sachant pertinemment que toutes les portes et fenêtres sont déjà non seulement déverrouillées, mais grand ouvertes et sans surveillance. Il est crucial de le dire sans esprit de xénophobie, mais avec la lucidité que la situation impose. Une grande partie de l'économie informelle qui prospère grâce à ces failles systémiques est perçue par la population comme étant dominée par des acteurs non nationaux. Le problème n'est pas l'origine des commerçants, mais le système qui permet et encourage des pratiques comme le commerce illicite, l'évasion fiscale systématique et la thésaurisation de l'argent des recettes dans les maisons, hors de tout circuit bancaire formel, avant d'être rapatrié pour investir ailleurs. Ce capital quitte le pays sans avoir contribué à son développement, narguant les Congolais. Ce sentiment d'impuissance est si fort que des quartiers entiers ont été surnommés Congo-Zoba, le Congo des idiots, une expression amère qui montre que les Congolais se sentent floués, voyant des fortunes se construire sous leurs yeux pendant qu'ils croupissent dans la misère. Pour illustrer Congo-Zoba, la petite phrase qu'on entend parfois, sur le ton de la blague, « Voilà et moi se gagner mon lard sang à Congo-Brazzaville, moi partir Dakar construire villa, et Walei Congo-Zoba ». Mais au-delà de l'anecdote, un point crucial. Au port de Brazzaville, certains commerçants ouest-africains bénéficieraient de monopoles d'importation et d'exemptions de fait. Protégés par des membres du régime, ils éviteraient taxes et droits au détriment des opérateurs congolais et des recettes publiques. Conséquence directe, une fuite massive des capitaux. Les recettes, souvent hors des banques, repartent vers les pays d'origine pour financer villas et grands projets. Cette hémorragie interroge le patriotisme de nos dirigeants. Pourquoi tolérer des circuits qui appauvrissent les Congolais? Pendant ce temps, la crise de l'emploi perdure et s'aggrave. Le chômage des jeunes atteint des niveaux alarmants et le gouvernement peine à initier une politique de l'emploi cohérente et efficace, capable de garantir aux Congolais un travail décent et une perspective d'avenir dans leur propre pays. La conséquence tragique de tout ceci est un exode des cerveaux et des bras. Face à un avenir bouché, les Congolais qui le peuvent quittent massivement le pays. Ils ne cherchent pas une autre nation africaine, mais visent l'étranger, principalement l'Europe,
dans une quête désespérée de la dignité et des opportunités que leur propre patrie ne parvient plus à leur offrir. Pourquoi le régime congolais manifeste toujours un complexe d'infériorité pour les étrangers? Là où l'expertise peut être trouvée au Congo, des jeunes cadres congolais dans certains secteurs sont moins considérés. Quant à la rémunération, on préfère payer plus cher pour les étrangers, saignant ainsi le budget de l'État, que de solliciter des services sur place. On nous répondra que la qualité du service chez les cadres congolais est peut-être moins compétitive. Mais là aussi, on revient à la responsabilité de l'État qui a failli dans la formation. Aux cérémonies officielles, ce sont des musiciens, maîtres de cérémonie et DJ étrangers qui sont invités et mieux payés. Nombre de musiciens se sont fait une fortune facile sur l'argent du Congo. Beaucoup d'observateurs s'interrogent sur les propositions d'ouverture de visa, lesquelles ne sont en fait que le prolongement de la crise rwandaise au Congo, avec la vente des terres agricoles supposées aux Rwandais. On peut entendre des Ouest-Africains menacer d'arrestation des Congolais sans raison, de les faire emprisonner à tort et sans procès. Autre argument, donner la possibilité aux Africains de venir sans visa, c'est faciliter la pratique de l'obtention frauduleuse des passeports. Nous assisterons à une entrée massive des Africains dont le but sera de s'établir au Congo dans le but d'obtenir légalement un passeport congolais et d'en ressortir. Ce sont ces faux Congolais qui ternissent l'image du pays à l'étranger. Pour tout dire, Denis Sassou Nguesso veut compliquer la tâche du général Ole Songo qu'il a lui-même nommé pour assainir l'immigration et l'émigration congolaise. Loin de nous l'idée de xénophobie ou de repli sur soi. Notre critique ne vise pas nos frères et sœurs africains, mais une politique gouvernementale qui semble déconnectée des réalités vécues par les Congolais. Nous voulons montrer que le régime, sous couvert de panafricanisme, risque d'accentuer une pratique déjà douloureuse, celle qui offre plus de respect et d'avantages aux étrangers, tout en affichant un mépris flagrant pour ses propres citoyens qui luttent au quotidien. Sur le papier, l'idéal est séduisant. Dans le cadre du panafricanisme, la levée des visas et des barrières douanières peut, en théorie, promouvoir le développement du pays. Elle pourrait nous permettre de bénéficier des avantages comparatifs et de l'expertise de nos voisins, d'attirer des investissements et de stimuler l'innovation. C'est une vision d'un continent uni et prospère que nous partageons tous. Mais la réalité sur le terrain est bien différente. Le gouvernement de Denis Sassou Nguesso a montré à maintes reprises qu'il manque cruellement de rigueur et de capacité dans le contrôle des personnes et des biens entrant sur notre territoire. Cette faiblesse administrative chronique transforme une porte potentiellement ouverte sur l'opportunité en une brèche béante pour l'insécurité et l'exploitation. Sur le plan économique, le paradoxe est frappant. Un investissement structuré comme celui de Dangote est une fierté pour le pays, créant des emplois et de la valeur. En revanche, l'absence de contrôle favorise l'arrivée de malfrats et d'opérateurs économiques prédateurs qui ne viennent au Congo que pour piller ses ressources et ruiner un pays déjà en grande difficulté sans aucun bénéfice pour la population locale. Alors, quelle est la voie à suivre? Elle doit être celle d'une mise en œuvre pragmatique et responsable, guidée par un principe non négociable. Le peuple congolais d'abord. Et le point de départ absolu, la condition sine qua non, est de résoudre la crise des passeports. Un citoyen qui ne peut obtenir son propre document de voyage ne peut accepter que les frontières s'ouvrent sans condition pour les autres. Simultanément, un investissement massif et stratégique doit être fait pour reprendre le contrôle de nos frontières poreuses. Cela signifie équiper nos forces de sécurité avec la technologie du XXIe siècle, moderniser les postes frontaliers et démanteler les réseaux de corruption qui y prospèrent. Sans souveraineté sur son propre territoire, un État ne peut prétendre à aucune politique d'ouverture. Deuxièmement, des protections économiques et du travail solide sont essentielles. Il faut renforcer l'inspection du travail, poser des quotas d'embauche locales dans les entreprises étrangères et s'assurer que les normes sociales sont respectées. Il est impératif de garantir que les travailleurs et les entrepreneurs congolais ne soient pas les victimes d'une concurrence déloyale,
mais les premiers bénéficiaires de toute croissance économique. Ce n'est qu'une fois ces trois piliers fondamentaux, passeport pour tous, frontières sécurisées et protections économiques, solidement en place, que le gouvernement pourra envisager un déploiement progressif et contrôlé de l'exemption de visa. On pourrait commencer par des accords bilatéraux avec des pays présentant des garanties, puis passer à des visas à l'arrivée en surveillant et en évaluant l'impact économique et sécuritaire à chaque étape. Une simple déclaration présidentielle ne suffit pas. Elle doit se transformer en une stratégie nationale complète, débattue et planifiée. Cette stratégie de réforme et de modernisation doit impliquer toutes les forces vives de la nation pour garantir son succès et son acceptation. Que les choses soient claires, le peuple congolais n'est pas contre le panafricanisme. Au contraire, il aspire à en être un acteur à part entière. Mais il exige, à juste titre, un panafricanisme qui serve d'abord ses intérêts, qui protège ses moyens de subsistance, qui renforce sa sécurité et qui respecte sa souveraineté nationale. Un panafricanisme de résultats, pas seulement de discours. C'est en priorisant la sécurité, la prospérité et la dignité de ses propres citoyens que la République du Congo pourra véritablement s'ouvrir au monde. C'est en construisant une maison solide et ordonnée qu'elle pourra alors accueillir le reste de l'Afrique, non pas comme un hôte faible et vulnérable, mais comme un partenaire fier et égal.